Bonjour à tous. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont arriver donc, avec un petit peu de retard. On va commencer immédiatement parce que il va falloir qu'on écourte très légèrement. Donc on arrêtera à 10h50 impérativement parce qu'il faut absolument qu'on puisse faire en sorte que la ministre puisse intervenir en temps et en heure. Voilà. Alors on vous remercie d'être là donc, pour parler de la diffusion des ouvrages de sciences humaines en librairie. Donc voilà un petit peu comment va se dérouler cet atelier. Oui, ça va, tout le monde voit bien, je pense que c'est suffisamment visible. Alors voilà, donc bon, je les présenterai de manière plus précise tout à l'heure. Donc les intervenants donc, dans cet atelier, donc Gérard Bérébi, l'édition Alia, Pascal Huet, directrice de Flammarion, diffusion, Xavier Moni, à qui cette table ronde doit beaucoup, parce que c'est lui qui est à la commission commerciale du SLF, librairie comme un roman, Séverine Nickel, qui est éditrice et coordonnatrice du pôle sciences humaines du Seuil, Alain alors il manque. Est-ce que le flyer n'est pas... Ah oui, il est... Ouais. Est-ce qu'il n'est pas remontable? Parce il me semble qu'il y a un nom en dessous. Ça, c'est les aléas du direct, comme on dit. Je vérifie s'il y est sur... à moins qu'il était... il manque Pascal. Bon, c'est pas très grave, donc il nous pardonnera. Donc Pascal, qui est tout au bout, donc il ne faut pas qu'il prenne ça mal. C'est la librairie Les Petits Papiers à Auch. Donc vraiment, je pense que tu m'excuseras donc parce que de cet incident indépendant de ma volonté. Donc voilà. Alors. On a fait quelques éléments donc, pour voir un peu la taille et l'évolution des segments dans les différents rayons, en sachant qu'il y a un chiffre qui... il paraît que je peux... Voilà, donc celui-ci qui est évidemment impacté par, puisque c'est le psychodéveloppement personnel, par les cahiers de coloriage. Donc c'est bon, quelque chose qui effectivement ne se reproduira pas forcément chaque année. Par ailleurs, on voit l'évolution des autres segments qui sont pas très, très notables au niveau des baisses ou des hausses. Ici, donc, voilà le poids des différents circuits en 2011 et puis aujourd'hui. On remarque un tassement des librairies effectivement. Alors, ce segment-là, donc, il n'est pas très opérationnel parce que comme il y a Internet là-dedans, il ne montre pas qu'en fait, les GSS sont plutôt en baisse. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant, c'est le pourcentage de références vendues par circuit. Et c'est là qu'apparaît de manière importante le nombre de titres qui sont vendus sur Internet. Les libraires font presque jeu égal. Et en revanche, on voit bien que les GSS baissent régulièrement et les GSA ont une part infime sur ces titres. Et puis là, donc, ce que disait Jérôme Lindon, le libraire crée le son, ensuite il y a l'amplification du son. On en a une très bonne illustration ici avec un ouvrage qui s'appelle Commun, donc, et on voit clairement les ventes par circuit. Donc la librairie indépendante est vraiment donc, très bien représentée. Les GSA, donc absolument inexistantes. Et puis un dernier... Voilà. Bon, c'est un peu la même chose. Alors, on aurait pu prendre d'autres exemples, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a vraiment donc, cette
l'importance et du choix et dans les librairies indépendantes qui est absolument fondamentale. Alors voilà donc quelques données sur l'édition de sciences humaines. Bon, tout le monde sait qu'effectivement le monde a changé avec une hausse de la production de l'ordre de 20% entre 2009 et 2013. L'effondrement des rayons universitaires, ça on le verra tout à l'heure. La vente en ligne, bien sûr, mais on est tout à fait convaincu qu'on a vraiment donc un rôle à jouer. Alors voilà les 4 grands axes qu'on va développer ce matin. L'information, l'information, l'animation, et puis l'économie du rayon. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par l'information. Comment le libraire, quels sont les éléments dont il dispose pour constituer son assortiment? Est-ce que ce que lui propose la diffusion, c'est pertinent, c'est suffisant? Est-ce que les éditeurs l'aident dans cette tâche? Et puis, voilà, donc, tout ce que le libraire peut glaner comme information au niveau des radios, des blogs et des choses comme ça. Voilà, donc merci à nos invités donc, de cette table. Écoutez, donc, je vais demander à Pascal Buet, qui est à mes côtés, qui dirige les Flammarion Diffusion, de bien vouloir dire justement comment elle voit les choses justement au niveau de l'information. Alors, l'information, c'est quasiment une part essentielle du travail de représentant, puisque c'est principalement son rôle de transmettre aux libraires tous les éléments sur le livre. Donc, évidemment, on pense d'abord à la nouveauté, puisque là, l'information est clé dans la mesure où le titre n'est absolument pas connu. Donc, le rôle du représentant est bien de transmettre l'information la plus complète possible. L'idéal, évidemment, des extraits pour que le libraire puisse se rendre compte du niveau de lecture. En sciences humaines, c'est assez clé. Une table des matières. Évidemment, des éléments sur les auteurs. En sciences humaines, on a deux grands pans. Évidemment, les sciences humaines de référence où les auteurs sont connus. Mais aussi la création qui est sur des auteurs qui sont des chercheurs aujourd'hui. Et en effet, seul l'éditeur peut documenter les éléments à donner par le représentant. Donc ça, ce sont des informations qui doivent passer par le représentant. On peut aussi, et certains diffuseurs le font, proposer aux libraires un accès directement à ces informations via des sites, puisque la plupart des diffuseurs ont mis à disposition des libraires l'ensemble de ces éléments-là via leur site. Et ensuite, la question, c'est évidemment, une fois que le titre est sorti, c'est l'ensemble des éléments dont dispose l'éditeur sur les articles de presse, les plans médias, et l'expérience qu'il en a ou que le diffuseur a de l'impact sur l'attrait du livre et donc ses ventes immédiates à la sortie. Donc ça, c'est un exercice assez délicat par le représentant, mais il doit donner les plans médias, surtout quand le livre arrive sur les tables. Gérard Bérébig, quel est votre sentiment sur ce sujet de l'information? Bien, l'information, on l'a fait circuler à travers notre distributeur pour nos ouvrages de sciences humaines, on l'a fait circuler directement nous-mêmes, et on rencontre un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas si je dois rentrer directement dans le détail là de... Oui, oui. Bien sûr. C'est-à-dire que, contrairement à la tendance générale, la part des sciences humaines dans nos publications a tendance à se développer. L'ensemble de notre travail consiste à un travail de catalogue de fonds qui se fait parallèlement au travail sur les nouveautés. Nous réalisons, et ça c'est une chose assez atypique, 70% de notre chiffre d'affaires avec le fonds et 30% avec les nouveautés de l'année.
et nous rencontrons des problèmes, je ne dirais pas des problèmes directs, mais des problèmes qui deviennent des problèmes structurels de notre activité à cause d'intérêts, je dirais, provisoirement contradictoires entre les différents intervenants dans la chaîne du livre. Pour ce faire, je ne prendrai qu'un seul exemple chiffré pour ne pas vous assommer avec des statistiques, et je prendrai un seul auteur de notre catalogue. Et je vais essayer d'être assez clair et démonstratif, parce que cet exemple illustre assez bien mes préoccupations en tant qu'éditeur actuellement. Il s'agit de Jean-François Billetter, qui est un auteur suisse, au départ sinologue, philosophe à part entière, dont nous avons publié le premier ouvrage, cela fait maintenant une quinzaine d'années. Nous avons 8 ouvrages de cet auteur au catalogue, et c'est quelqu'un qui traite d'un sujet apparemment extrêmement difficile. Il parle de la philosophie chinoise antique. Donc nous sortons un premier livre, nous avons une mise en place tout à fait symbolique pour ce type d'ouvrage, c'est-à-dire à 1000 exemplaires, ou à 800 ou 900 exemplaires. Sur la durée, à ce jour, ce premier livre a atteint les 10 000 exemplaires, ce qui nous oblige à faire des réimpressions régulières, mais aussi des réimpressions timides. C'est-à-dire que quand on a une mise en place à 8 ou 900 exemplaires, je ne peux pas prendre la décision tout seul de faire un tirage à 5 ou 6 000 exemplaires, même si je crois en cet auteur et en cet ouvrage, parce qu'il y a un certain nombre de données, telles que les frais de stockage, la rotation de stock, etc. Donc je fais un petit tirage. Évidemment, il s'épuise très vite, donc j'en ai fait un deuxième timide, ce qui, évidemment, me coûte plus cher que si j'avais fait un seul premier tirage et ne me donne pas une liberté de mouvement et de confort beaucoup plus grande. Et puis, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'un jour, cet auteur, avec son deuxième livre, qui est Leçons sur Chuang Tzu, qui paraît dans notre petite collection à 6,20 € que vous connaissez bien, nous arrivons à un taux de réassort qui dépasse les 2000% par rapport à la mise en place. C'est-à-dire que nous en sommes, pour un livre pareil, pour une mise en place qui est partie de 1500 exemplaires, on rejoint les 25 000 exemplaires. Donc la question qui se pose, c'est que quand un livre comme cela fonctionne, il a besoin d'une visibilité minimale. Il a besoin d'être suivi sur la durée. C'est-à-dire que quand on commande un livre comme ça à 1, 3, 5 ou 10 exemplaires, et qu'on se dit j'ai vendu les 5 ou les 10 exemplaires et qu'on est bien content déjà d'avoir réussi cette performance sur un profil de livre pointu comme cela et que l'on s'arrête, je dois vous avouer que ça c'est la mort de l'auteur et c'est indirectement la mort de l'éditeur aussi. Alors il y a des phénomènes pervers, c'est-à-dire qu'il y a des clients, des lecteurs qui continuent à chercher ce livre et s'ils ne le trouvent pas, eh bien, ils se retournent via les canaux de l'Internet pour se le procurer. Ce qui fait que selon les titres que nous publions, je m'aperçois d'une chose, que les titres dont les libraires s'emparent et défendent, comme actuellement nous avons publié un roman traduit du japonais qui s'appelle Le bateau-usine et qui marche très bien, énormément de libraires se sont emparés de ce livre-là, le défendent, le mettre dans des endroits stratégiques de la librairie. Eh bien, pour un livre comme Le bateau-usine, Amazon est classé 16e dans le tableau des meilleures ventes chez nous. Et avant Amazon, nous avons 15 premiers libraires indépendants qui font plus qu'Amazon. Et qui ne sont pas forcément des gros libraires. Et qui ne sont pas forcément des grandes librairies. Absolument. Et si je prends l'exemple de Jean-François Billetter, avec les sciences humaines, quand le livre disparaît peu ou prou des rayons ou des tables parce qu'il a une rotation de stock que l'on peut considérer comme faible, là, la bascule s'opère et les ventes changent de canaux. Et ça, pour nous, si vous voulez, c'est un problème d'existence.
C'est un problème d'audace éditoriale, parce qu'il est évident que ce que nous faisons se distingue du reste. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur que le reste, mais à la taille de ma maison d'édition, je suis condamné et à innover dans chaque domaine dans lequel j'interviens, y compris dans les sciences humaines. Cela ne nous permet pas, si vous voulez, de gagner plus d'argent dans la mesure où nos tirages et nos réimpressions extrêmement régulières pour conserver le livre en vie font que le prix de revient de chaque exemplaire est plus élevé que si d'entrée de jeu je partais sur un tirage plus conséquent parce qu'il y avait une dynamique d'ensemble entre tous les intervenants de la chaîne du livre. Et malgré tous ces problèmes, la situation est plutôt positive pour nous dans la mesure où ces ouvrages se vendent très bien. Alors, avec Jean-François Billetter, au bout de 2 ou 3 livres, il y a eu une amélioration. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec un livre à une mise en place supérieure, et puis l'auteur travaille dans son coin, et pendant près de 3 ans, continue ses recherches et écrit « Nous ne publions pas de livre ». Et puis on recommence 3 ans après une publication à sortir une nouveauté de cet auteur. On l'a un peu oublié, et ça recommence, on a une mise en place qui dépasse à peine 1000 exemplaires. Encore une fois, si la mise en place basse se terminait au bout de 2 ou 3 ans par un score assez médiocre, je ne me permettrai pas d'intervenir devant vous. Là où, si vous voulez, je peux dire quelque chose, c'est qu'en partant pour un 5e livre avec cet auteur, après 3 ans de silence d'une mise en place à 1000 exemplaires, nous en sommes à 300% de progression de réassort, c'est-à-dire qu'on a triplé la mise en place. Donc il y a, à mon avis, une prise de conscience à opérer dans la mesure... Mais là, on anticipe un petit peu sur le dernier point de notre discussion, qui est justement les conditions commerciales. Et je pense qu'on va revenir sur cet exemple, si vous le permettez, Gérard. Xavier, qu'est-ce que tu en penses donc, de ce problème de l'information ? Déjà, je voulais juste revenir un petit peu en amont et redire comment l'idée de cette table ronde est venue et remettre un peu en perspective aussi le sujet qui est au départ, enfin, un constat qu'ont fait et libraires, et diffuseurs, et éditeurs sur l'importance historique, politique et culturelle des relations entre libraires et éditeurs sur ces questions-là. Il me semble aujourd'hui qu'il faut absolument que collectivement on reprenne conscience de notre capacité de vente aussi et de mise en place de ces titres qui sont parfois difficiles, comme le disait Gérard. Mais je crois que, enfin, on le voit avec les différents titres qu'on a pris en exemple, il y a un vrai rôle de la librairie indépendante sur ces questions-là. Et il me semble aussi que ce rôle s'est peut-être un petit peu dilué ces dernières années, sans doute aussi parce que on est face à une production pléthorique qui a augmenté ces dernières années. Et une des réponses que je ferai à Gérard sur la question de la mise en place, c'est côté libraire, la problématique du nombre de titres qu'on doit travailler. Et justement, quelle information le libraire a besoin d'avoir pour pouvoir accompagner ces titres-là. Moi, à titre personnel, dans la librairie Comme un roman, donc une librairie généraliste, avec un rayon sciences humaines qui fait bon an mal an entre 18 et 20% de son chiffre d'affaires sur le rayon sciences humaines. Notre problématique aujourd'hui, c'est donc c'est une librairie de premier niveau, on voit énormément de représentants et on travaille énormément de titres qui vont effectivement, on a un peu parlé du spectre très large de ce rayon-là, mais on aborde la psychanalyse, le rayon sciences, le rayon histoire, le rayon philosophie, et on se retrouve avec des catalogues qui sont, à mon sens, et ça c'est une demande que je vais faire à la diffusion, qui ne sont pas suffisamment hiérarchisés. On a des bons de commande qui mettent côte à côte des textes qui n'ont pas la même valeur, qui n'ont pas les mêmes besoins d'accompagnement en librairie. Et il me semble, enfin à titre personnel en tous les cas, il me semble qu'on aurait besoin de la part des diffuseurs, et donc des éditeurs aussi, puisque c'est un dialogue entre éditeurs et diffuseurs, d'avoir sur ces questions-là une information beaucoup plus précise et beaucoup plus hiérarchisée.
Dans un programme, il me semble qu'il y a quelques titres qui sont importants à travailler et sur lesquels, justement, le libraire doit jouer son rôle d'amplificateur du son et amplifier le son de manière beaucoup plus forte que ce qu'on a pu voir. Je crois qu'on a les capacités dans nos librairies à vendre beaucoup plus ces titres-là, mais à ce moment-là, on a besoin d'une information plus précise de la part du diffuseur. Séverine Nickel, on a parlé de l'éditeur, donc justement, comment vous voyez l'information? Si on reste sur l'information, je vais vous parler peut-être des outils nous qu'on essaye de mettre en place. Je ne vais pas revenir sur la diffusion parce que c'est évidemment très similaire à ce que Pascal a pu dire pour Flammarion. C'est vrai qu'on essaye quand même de hiérarchiser la présentation de nos programmes devant les représentants, et je pense qu'ils disposent d'une information hiérarchisée. Peut-être que... Enfin, il me semble. On travaille directement avec les libraires, nous éditeurs, via un service de relations avec les libraires. On a mis en place depuis 2 ou 3 ans une rencontre qui a lieu à la fin du mois de juin pour présenter l'ensemble du programme de rentrée. La rentrée pour nous en sciences humaines, c'est de fin août à novembre, à une centaine de libraires. C'est une matinée qui a lieu à Paris. Là, on présente à peu près la moitié des titres avec les éditeurs et avec un certain nombre des auteurs. Ça fonctionne pas mal. On prolonge par une discussion. Et on a une sorte de petit catalogue de sciences humaines qui couvre du coup à peu près la moitié de la production de l'année, puisqu'il y a une quarantaine de titres en grand format qui sont publiés entre fin août et novembre. On essaye de rencontrer directement disons une vingtaine de grands libraires chaque année, Éric Fouquet ou Gilles Bourgogne et moi-même, pour leur parler en effet des titres sur lesquels on a envie de s'engager et qu'on a envie de pousser en librairie. Ce qui me paraît intéressant en effet, c'est de voir comment est-ce qu'on peut transmettre les plans médias aux libraires. Et peut-être un certain nombre de gros articles de presse s'ils ne les ont pas repérés. Mais évidemment, c'est un engagement assez lourd de faire suivre des PDF d'articles. On a une newsletter qui passe par la DIF qui rappelle pour les meilleures ventes en général les gros événements médias qui sont attachés à ces titres. Mais j'aimerais qu'on puisse faire un travail un peu plus fin sur des titres qui nous tiennent très à cœur et qui ne sont pas forcément parmi les plus grosses, qui sont pas forcément parmi les plus grosses ventes, quoi. Voilà. Oui, avant de donner la parole à Alain Panaché, moi je voudrais, vous m'avez envoyé le programme de cette rencontre de lundi prochain. C'est vrai que moi je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, parce que nous libraires, on a énormément de rencontres autour de la rentrée littéraire. Et des rencontres autour des rentrées de sciences humaines, je pense que c'est très utile. Voilà, rencontrer Pastoureau ou Rosan Vallon, c'est quand même... ou Mordilla et Prieur, voilà, ou Elisabeth Roudinesco. Oui. Voilà, c'est quand même et je pense que ce contact direct avec les auteurs, ça permet ensuite aux libraires de s'emparer des auteurs et des livres beaucoup mieux, et éventuellement envisager des rencontres, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on verra dans l'animation. Et je dirais, je sais que vous allez parler de la formation ensuite, et je ne crois pas que ça relève vraiment de notre mission, mais au fond, je les vois aussi, ces moments de rencontre et de présentation, comme des moments de formation continue. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on présente Marcus Rediker, qui est un historien de la traite atlantique, on parle aussi de l'histoire vue d'en bas et du paysage intellectuel dans lequel il s'inscrit. Bon, je pense que c'est aussi... c'est comme ça qu'on essaye de les travailler. On essaye le plus souvent possible, quand il y a une grosse, quand il y a une grosse entreprise intellectuelle comme l'histoire des sciences modernes en 3 volumes qu'on va publier en octobre, de prévoir des bouclettes qui donnent, là on fait un petit livret d'une 20aine de pages avec les sommaires, les intros, la perspective d'ensemble, pour essayer aussi de faire ce travail de pédagogie qui permet qu'on comprenne bien le sens de l'entreprise et les courants dans lesquels elle s'inscrit. On a fait ça aussi pour les derniers cours
au Collège de France de Michel Foucault pour ressaisir l'ensemble des 13 volumes qu'on a publiés en coédition avec l'École des hautes études et Gallimard. Alain? Oui, bonjour. Donc librairie Soramps à Montpellier et à côté. Pour prolonger ce qui est dit et donner sens à cette nécessité d'information, c'est que je crois que c'est ce qui nous réunit ici, c'est qu'on est à peu près convaincu que les sciences humaines, on dit régulièrement, on les questionne régulièrement quant à leur situation de crise. C'est la crise des sciences humaines, ou en tout cas la crise de la production, ou la crise de la vente, tout ce qu'on veut, est quelque chose que j'entends quasiment depuis que je suis rentré en librairie, c'est-à-dire ça fait 25 ans. Donc l'âge d'or, je ne l'ai pas connu, je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs, l'âge d'or. En revanche, ce dont je suis convaincu, et il me semble qu'on l'est les uns et les autres, c'est que jamais, ou en tout cas jusqu'à maintenant, la société n'a été autant en demande de sens, de chercher à comprendre, de regard critique, avec une envie et une palette et une amplitude concernant l'ensemble des matières qui est probablement bien au-delà de ce qu'a d'ailleurs été cet âge d'or. À partir de là, je pense qu'on est les uns et les autres, éditeurs, libraires, confrontés effectivement à une solution à trouver au problème qui est, on a perdu entre guillemets les uns et les autres, notre rente qui était les ventes universitaires pour partie et les achats des bibliothèques universitaires aussi qui eux aussi subissent des baisses de budget. Quand je dis notre rente, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que là on va parler du fond et on parle du fond. Pendant des années, une partie de ces ouvrages qu'on qualifie de fond étaient vendus quantitativement, systématiquement pour les premières, deuxième, troisième années de fac et tout, et on a tous vendu les uns et les autres dans nos librairies du Marcel Mauss, du Durkheim, pour parler des sciences sociales ou quoi que ce soit, en quantité impressionnante, ce qui, en tout cas concernant la librairie Soramps à Montpellier, mais je pense qu'en ce sens, on n'a pas de particularisme, n'est plus du tout une réalité. Donc il nous faut les uns et les autres aller chercher du résultat des ventes et concrètement au-delà de ces ventes qui étaient un petit peu simples pour nous à faire. Il s'agissait d'une bonne gestion quantitative. On est confronté du coup de la part des uns et des autres, je parle du monde de l'édition, à une envie de publier, je vais rester dans ce créneau-là, et Xavier l'a énoncé, qui nous pose à nous libraires un petit peu de problème, parce qu'il y a effectivement une multiplicité de publications. Il y a aussi une concentration événementielle. L'édition, et quelquefois on en est heureux, cherche à rebondir un petit peu face à l'événement, et quelquefois, je dirais un peu dans la démesure. Et puis pour ne pas être trop long et laisser la parole à mon partenaire à côté, je dirais que je vois d'un bon œil, en termes d'information, ce que quelques éditeurs, Séverine en est une référence, et d'autres font, en commençant à intégrer cette idée que les sciences humaines méritent aussi d'être présentées en amont, à travers des réunions, et pas simplement comme un élément complémentaire dans un catalogue, qu'il n'y a pas que, effectivement, la rentrée littéraire qui mérite de la rencontre entre les auteurs. Et ça, je pense que c'est de bon augure, et je ne pourrais que souhaiter que ça se multiplie et que ça devienne effectivement pérenne. Pascal Pradon, donc tu as créé la librairie Les Petits Papiers à Auch avec Marielle dit, Auch c'est 20 000 habitants, ce n'est pas une ville universitaire. Et on tenait justement que dans cette table, on ait donc des typologies de librairies extrêmement différentes pour montrer que justement on peut, dans une ville comme Auch ou comme Vienne dans le passé, donc véritablement donc, proposer un rayon de sciences humaines. Alors sur l'information, qu'est-ce que tu as à dire déjà dans un premier temps ?
En fait, j'ai connu les deux spectres, parce que j'ai travaillé dans une grande librairie à Toulouse qui faisait beaucoup de sciences humaines, et maintenant je suis dans une petite librairie qui est en second niveau chez certains diffuseurs. Et donc, j'ai connu la profusion d'informations d'un côté, et dans notre librairie, on est un peu à la recherche de ce qui peut sortir. Alors on voit les représentants, on a les bons de commande, il y a quelques présentations, et ensuite on passe pas mal de temps à essayer d'aller regarder ce qui peut sortir. On fait aussi selon notre public, selon ce qui nous plaît, et on essaye de créer un mix avec tout ça. Il y a quand même des éditeurs qui font un gros effort d'information, je pense notamment à La Découverte, qui édite un bulletin avec toutes leurs nouveautés, quelque chose de synthétique, très intelligent. Nous, on travaille beaucoup avec La Découverte, donc Bruno là, fait vraiment un super travail. Ils sont très attentifs aux petites librairies. Et c'est précieux, c'est vraiment précieux d'avoir cette information-là pour nous. Alors, on a été assez long sur l'information et on sera un peu plus court sur la formation, qui a été le sujet d'un atelier hier, mais enfin, il faut tout de même qu'on en parle. Je rappelle qu'à l'issue, il y aura une demi-heure environ d'échange avec la salle. On aurait pu parler, enfin moi, simplement, donc, sur l'information, je trouve qu'un certain nombre d'éditeurs renoncent complètement au catalogue papier, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est quand même un paradoxe que des libraires n'aient pas à leur disposition des catalogues, et ceux qui le font peuvent se rendre compte de la pertinence. Et puis, au niveau de l'information, on aurait pu parler de La Vie des idées, par exemple, donc peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure dans la discussion, qui sont vraiment des blogs qui vraiment donc, alimentent le débat en sciences humaines. On passe à la formation, donc alors je vais... Voilà, alors ça c'est vraiment un chantier très très important, et c'est vrai que dans ce rayon en particulier, c'est assez compliqué de trouver des libraires qui soient intéressés, qui aient une culture, qui aient une formation préalable. Et là, je vais peut-être demander à Xavier, parce que au niveau de... il y a le chantier de l'INFL qui est en train de se mettre en place. Mais la formation, ça peut aussi être les éditeurs et les diffuseurs qui fassent de la formation. J'ai entendu hier dans une table ronde les éditions Taillandy qui disaient « Mais nous, on est prêt à accueillir des libraires pour les former à nos catalogues, évidemment. » Le constat que tu fais, Michel, et que beaucoup de libraires partagent, c'est effectivement la difficulté aujourd'hui à trouver des responsables de rayon sciences humaines, sans doute parce que c'est un rayon qui fait un peu peur, sans doute parce que c'est un rayon dont on se dit voilà, on ne va pas commencer forcément par ça dans la profession. On a beaucoup de libraires qui se dirigent très jeunes sur la littérature, évidemment, et je dirais d'abord la littérature étrangère, sur la jeunesse, sur la bande dessinée. Mais c'est vrai que le rayon sciences humaines aujourd'hui, le secteur sciences humaines, est un rayon qui doit faire peur aux jeunes libraires. Guillaume Gandelot, qui est ici et en a parlé hier au nom de l'INFL, avec Guillaume, on réfléchit, et cette table ronde, pour ça, c'est aussi une étape dans la réflexion qu'on doit mener conjointement. On doit repenser une véritable formation sur ces rayons-là en formation initiale. C'est-à-dire qu'il faut absolument aujourd'hui redonner goût aux libraires à aller vers ces rayons qui, à mon avis, sont des rayons d'avenir aussi pour les libraires. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, un très bon libraire en sciences humaines trouvera beaucoup plus facilement du travail qu'un très bon libraire en jeunesse ou en littérature. On manque de libraires en sciences humaines, c'est vrai. C'est une réalité, y compris dans une ville comme Paris, où on a des difficultés de recrutement. Donc, là-dessus, éditeurs, diffuseurs et libraires, c'est aussi un appel que Guillaume a fait et que je réitère aujourd'hui. On doit travailler main dans la main sur ces questions-là, parce qu'on a un intérêt commun sur ces questions-là, évidemment, à mieux vendre cette production qui est sans doute un petit peu plus difficile à vendre et qui nécessite aussi d'un peu plus d'accompagnement.
quelqu'un veut réagir sur ce sujet? Alain, peut-être? Non, moi, je pourrais juste accompagner presque le plaidoyer de Xavier. Je ne pense pas qu'il est... Je ne sais pas s'il y a des candidats libraires en sciences humaines dans la salle ou quoi que ce soit. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que, c'est pour ça que je parle de plaidoyer, que c'est aujourd'hui, avant pareillement, mais c'est vraiment un rayon extraordinaire, à la fois en termes de potentialité et en termes d'exigence. Et quand je dis d'exigence, je dirais globalement d'exigence intellectuelle, de nécessité à être en veille permanente. Je ne sais pas si on en parlera à un moment ou un autre, mais c'est vrai qu'un des éléments majeurs de la tenue d'un rayon de sciences humaines, c'est une veille permanente, c'est une veille par rapport à ce qui se passe, par rapport aux débats qui peuvent naître et autres. C'est une veille très intéressante parce que c'est une veille qui vous renvoie, et par rapport à ce qui vous renvoie à la profondeur des catalogues des éditeurs. C'est-à-dire, c'est vrai que certains ouvrages en sciences humaines peuvent vieillir. Souvent, ils sont plus, pour ceux qui vieillissent, à la frange de l'actualité que des sciences humaines. En principe, quand vous êtes confronté à des ouvrages qui sont soit travaux de recherche, soit des ouvrages de fond, il y a une grande pérennité, et je dirais, une petite anecdote, presque comme les grands crus, il y en a qui se bonifient en vieillissant, quoi. Et ils retrouvent sens à des moments où l'actualité leur redonne sens. Et on vit dans un monde quand même particulièrement secoué, troublé, que ce soit en termes de géopolitique, que ce soit en termes de questions éthiques et tout. Et donc, je ne sais pas, ceux qui ne le sont pas, mais je vous invite tous à vous plonger vers ce secteur-là, parce que c'est un secteur, et je conclurai là-dessus, c'est vraiment un secteur qui vous demande et qui, au-delà de cette demande, dans le renvoi que vous avez vers les clients, dans les relations avec les clients, une richesse et une diversité intellectuelle assez extraordinaire. Alors, je ne dis pas que c'est l'unique rayon sur lequel il faut bosser, mais c'est un rayon qui a plus d'avenir que de passé, ça c'est une certitude. La formation, c'est aussi la formation des représentants. Et je pense que peut-être que Pascal, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? La formation des représentants, c'est vrai qu'elle est souvent appréhendée plutôt au début, hein, formation initiale en général universitaire supérieure. Et donc, en revanche, je peux dire qu'on ne l'entretient que très faiblement, puisqu'on propose en effet des informations plus que des formations régulières sur les fonds de nos éditeurs. Mais en tout cas, je parle là évidemment pour la diffusion Flammarion, je ne sais pas ce qu'il en est pour nos confrères, mais on manque parfois de constance dans l'entretien de cette formation. Et on compte beaucoup sur nos éditeurs pour entretenir la flamme, mais c'est vrai que ça mériterait de développer plus ça, voire de faire des formations conjointes avec les libraires. Parce qu'on a parlé du rayon, on parle aussi des clients. Je pense qu'aujourd'hui, la mutation des sciences humaines, qui est sensible du reste depuis 18 mois, je pense, dans les ventes des librairies, c'est l'extrême curiosité des acheteurs de livres, puisqu'il n'a échappé à personne que le besoin de repères est important, puisque Internet propose des sources non qualifiées, et que le client, là, spontanément, vient en librairie chercher un contact, un échange. Et c'est vrai que cet échange ne doit pas être refroidi par la peur de l'expertise, des deux côtés. Et du reste, nos représentants peuvent parfois être entraînés malgré eux avec leurs interlocuteurs libraires dans un échange un petit peu trop expert avec leurs interlocuteurs, ce qui fait que ça peut figer la relation commerciale et ne pas apporter le meilleur conseil de revente. Voilà, on ne peut pas être expert de chaque livre, on ne peut pas avoir lu évidemment chaque livre, le représentant plus que le libraire bien sûr, mais donc il faut pouvoir ouvrir le dialogue, et c'est vrai qu'on doit sans doute faire évoluer les informations ou les formations faites par nos éditeurs, hein, des éléments plus utilisables, et puis ce qui est irremplaçable, c'est le contact direct de l'éditeur et du libraire, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, on aimerait d'ailleurs
peut-être voir plus souvent les éditeurs dans nos librairies pour justement se rendre compte de la problématique du libraire. Il comprendrait pourquoi 90% des mises en place se font à l'unité lorsqu'il verrait comment on travaille, quels sont nos espaces, quelles sont les tables dont on dispose. Ça, je crois que ça me paraît important. Est-ce que Séverine, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet? Je veux bien dire un petit mot après avoir dit, comme on était content de faire cette réunion de rentrée de sciences humaines, je voudrais ajouter que c'est aussi difficile d'y faire venir les libraires et que pour la rentrée littéraire, les salles sont pleines et pour la réunion des sciences humaines, l'année dernière, il y avait, je crois, 25 à 30 libraires. Du coup, on discute régulièrement avec Éric Fouquet, avec les autres éditeurs du secteur, de l'idée de faire des formations de libraires, pourquoi pas, mais qui viendrait ? Et est-ce qu'il y a vraiment une demande? Voilà, et comment est-ce qu'on travaille? Moi, je veux bien qu'on fasse des formations sur notre catalogue histoire, sur notre catalogue religion, qui sont riches et qui sont une manière aussi de balayer 40 ans de sciences humaines. Mais qui viendra? Mais je crois que c'est vraiment, si on fait cette table ronde aujourd'hui, c'est justement pour essayer de faire en sorte que les libraires qui sont effectivement mobilisés sur les rentrées littéraires, où ils savent que s'ils ont adoré un livre, ils vont pouvoir en vendre 50, 100, enfin ça dépend de la taille de la librairie. C'est un peu plus compliqué sur les sciences humaines, évidemment. Donc ça peut paraître à première vue moins gratifiant, mais je crois que c'est vraiment, enfin on est au cœur d'un problème je dirais, de civilisation. Je crois que si la librairie n'est pas un lieu de rencontre, d'échange, si la librairie n'est pas un lieu où on essaye de faire mieux comprendre le monde en toute modestie, parce que moi je crois que les libraires, ils ont aussi beaucoup à apprendre de leurs clients et sur certains sujets, et en particulier en sciences humaines, on est confronté à des clients qui en savent plus que nous. Et ça, je crois que cet échange permanent il me paraît assez fondamental. Rajouter quelque chose, c'est qu'un livre de sciences humaines, c'est pas forcément plus difficile qu'un très grand livre de littérature étrangère, et que ça demande un effort de lecture qui n'est pas forcément plus difficile et qui demande pas non plus spécialement d'expertise la plupart du temps. Oui, donc voilà, on espère que cet appel justement donc sera entendu et nous vraiment donc on souhaite au niveau du SLF qu'il y ait vraiment donc que les libraires s'emparent de ces rayons. Et puis bon, effectivement, l'idée de formation commune avec des représentants, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. On va peut-être passer donc au troisième sujet, l'animation qu'on a déjà un peu abordé. Hein, donc l'animation. Alors voilà, donc le travail qui est fait par le libraire. Alors, est-il pertinent d'imaginer un temps sciences humaines en librairie? Voilà, comme on a des temps sur le livre pour enfants qui sont en train de se mettre en place. Voilà, les sites dont on parlait tout à l'heure. Des bibliographies communes qui peut être... et ça, je crois que la mutualisation des compétences, c'est quelque chose de très important. Alors, qui veut... On peut peut-être commencer par... Non, par Xavier. Je veux bien dire un mot sur ce sujet. Je pense qu'effectivement, encore une fois, le rayon sciences humaines, c'est un rayon qui mérite beaucoup d'attention. Et je crois aussi, et éditeurs et diffuseurs, je pense que vous avez plein d'exemples, enfin vous pourriez avoir plein d'exemples aussi à citer, que on peut réaliser des très bonnes ventes en sciences humaines aussi aujourd'hui, et que le rayon sciences humaines n'appartient pas non plus exclusivement aux très grandes librairies. Donc ça, c'est aussi une évidence, c'est-à-dire que y compris les petites librairies, je crois qu'on a l'obligation aujourd'hui d'avoir et de maintenir ces rayons. Évidemment, peut-être pas tous les rayons, peut-être choisir certains secteurs éditoriaux plus que d'autres, mais en tous les cas, ces rayons-là ont besoin aussi d'animation et d'attention. Alors parmi les points qui sont abordés là, on ne va pas tous les citer, moi je voudrais revenir sur une idée, c'est, on a évoqué plusieurs fois le site La Vie des idées, qui est un site, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un site extraordinaire de critique en sciences humaines aujourd'hui, sur toutes les publications.
et avec des articles de grande qualité, des articles de chercheurs. Et je crois qu'on pourrait, par exemple, imaginer entre la librairie indépendante et un site tel que celui-ci, on pourrait tout à fait imaginer des partenariats, voire des animations communes en librairie, pour aussi utiliser de l'information et de l'information qui existe déjà. Le libraire ne peut pas tout inventer, ne peut pas toujours tout connaître, comme on l'a dit, et on a un certain nombre d'outils aujourd'hui à disposition qu'on doit utiliser et qu'on doit même montrer à nos clients. C'est-à-dire enfin, je pense que ça valoriserait aussi le travail des libraires de s'associer avec des sites de cette qualité-là. Voilà. Ensuite, quand on parlait de l'animation, mais je vais laisser la parole à un de mes confrères, les rencontres en librairie autour des auteurs de sciences humaines et autour des publications en sciences humaines sont aussi des expériences qui sont généralement positives dans nos librairies. Et je crois qu'on a aussi un travail à faire, encore une fois, entre éditeurs, diffuseurs et libraires, pour faire rencontrer aussi, permettre la rencontre entre un texte, entre un auteur et son public. Alors c'est vrai que tout ça, ça réclame, pour faire une bonne animation en sciences humaines, ça réclame quand même d'avoir un certain regard critique, certaines connaissances pour accompagner la soirée. Mais c'est sûr que toutes les personnes qui sont là, tous les libraires, je suppose que la plupart d'entre vous ont fait cette expérience-là. Et avoir un auteur à côté de soi pendant 1h30, ça permet vraiment de balayer, ça permet de présenter, ça permet d'ouvrir, ça permet de tisser des liens avec nos clients. Bon, c'est un peu des portes ouvertes que j'enfonce. Mais si on pouvait, certains par zone, arriver à monter des programmes, faire venir des auteurs, parce que les auteurs de sciences humaines sont assez difficiles à faire venir en librairie, peut-être pas dans les plus grandes, mais pour des librairies moyennes ou des librairies de petite taille, le fait qu'on mutualise ou qu'on essaye de créer un programme pourrait faire en sorte de faciliter les choses. Nous, on rêve de faire venir certains auteurs, mais faire venir un auteur, moi je suis à Auch, c'est très compliqué de faire venir un auteur à Auch. Donc souvent ils veulent rentrer chez eux le soir en plus, alors quand vous allez à Auch, autant vous dire que c'est pas la peine. Il faut passer la nuit. Là, nous, on veut monter une soirée, enfin un cycle vendredi et samedi. Ben, pour faire venir les auteurs, on leur dit, on vous paye le week-end. Voilà, vous venez avec votre femme et on vous paye le week-end à Auch en septembre. On essaye de trouver des accommodements comme ça. Mais ça, c'est des choses qui vont bénéficier à la librairie. On va parler, nous, en dehors du département, parce qu'on monte quelque chose de solide, de sérieux et en même temps qui peut donner envie. Je pense que ça peut passer par ce type d'initiative-là. Enfin, en tout cas, nous on essaye que ça passe par là. Mais on constate assez souvent, lorsqu'on fait venir des auteurs de sciences humaines au sens large, on constate qu'on a souvent beaucoup plus de monde que pour des rencontres de littérature. On peut remplir une salle avec un auteur pas forcément connu, mais avec un sujet qui est un sujet porteur. Donc, Gérard, vous vouliez dire quelque chose à ce propos ? J'ai publié au mois d'octobre un gros livre d'entretien avec Raoul Vaneigem, l'auteur du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Mais oui, mais il ne se déplace pas en librairie. Comment ? Il ne se déplace pas en librairie, Raoul. Justement, c'est l'exemple que je voulais vous donner, parce qu'évidemment, nous avons eu plein de demandes de libraires pour rencontrer Raoul Vaneigem. Et évidemment, Raoul Vaneigem ne se montre pas en public et ne parle pas dans les librairies, ne passe pas à la radio, etc. Comme c'est moi-même qui ai réalisé ces entretiens avec lui, c'est pas aussi sexy à présenter, mais j'ai dû faire le boulot. Et donc, il y a des libraires qui ont dit, si c'est pas Vaneigem, c'est rien, donc c'est tant pis pour moi. Et puis, il y en a d'autres qui ont bien voulu m'inviter tout seul, même si je n'étais pas Vaneigem, mais que j'avais fait la moitié du boulot. Donc, on a un livre, en l'occurrence, de 400 pages, qui raconte tout son itinéraire de l'histoire du mouvement situationniste de la société en France et en Europe dans les années 60, pleine de bruit et de fureur et de contestation. C'est plein de documents, souvent inédits, c'est plein de contre-témoignages. Bref, c'est un livre extrêmement dense et qui n'est pas donné vainqueur d'avance.
Et il y a un certain nombre de libraires qui m'ont invité. Je prendrai l'exemple d'une librairie qui se trouve en Belgique, à Namur, qui s'appelle Papyrus, où il y avait près de 90 personnes qui étaient présentes. Apparemment, on a rarement eu autant de monde à Namur pour une rencontre dans cette librairie. Namur est une ville où les librairies ferment à 18h le soir. Et là, la réunion s'est terminée à presque 22h, avec une trentaine d'exemplaires vendus à la clé d'un livre à 25 €. Et il y avait une animation telle, quand je suis arrivé, et ça m'a vraiment fait plaisir et motivé, c'est qu'il y a une jeune libraire qui devait avoir 26 ans, qui me dit, pendant mon heure de pause pour déjeuner, j'ai pris ce gros livre, un peu pour me donner bonne conscience et jeter un petit coup d'œil pour me dire que ça ne m'intéressait pas, mais de savoir un petit peu de quoi il en retournait. À ma grande surprise, j'ai plongé dedans, je l'ai emmené chez moi, je l'ai lu entièrement. Et c'est elle qui a animé la rencontre et qui m'a posé des questions. Et il s'est avéré que les questions étaient d'un très bon niveau. Et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une saturation dans certains domaines comme la littérature étrangère ou la littérature contemporaine ou la bande dessinée, et qu'on a du mal à trouver des libraires dans le domaine des sciences humaines, c'est-à-dire des libraires de qualité. La perspective de trouver un travail aujourd'hui n'est absolument pas une chose négligeable, et dans une librairie de petite ou moyenne taille, réaliser un surplus de chiffre d'affaires est loin d'être négligeable non plus. Je vous donne comme exemple, dans le top de nos meilleures ventes, des 50 meilleures ventes des éditions Alia, plus de la moitié des titres sont des sciences humaines. Et si ma maison vit, c'est grâce à ça. Donc il y a une opportunité à ne pas négliger. Et comme ça a été dit, les sciences humaines, ça n'est pas qu'exclusivement aride. C'est-à-dire qu'il y a des choses très vivantes, il y a des choses passionnantes. Et pour le dire de manière imagée, il y a une certaine approche qui peut être sexy. Il y a une manière de faire les livres, il y a une manière de les emballer, il y a une manière de les présenter, de travailler les couvertures, que ce n'est pas parce que c'est dans les sciences humaines qu'on néglige ce côté-là. Et je pense qu'il y a une attention à porter pour mettre ces choses en avant qui peut être bénéfique et pour vous et pour nous. Alors, il y aura encore beaucoup à dire sur l'animation. Il faut... Oui, un dernier mot, parce que le temps très vite, passe vite. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais ajouter le fait que si on n'est pas très nombreux, ce n'est pas très grave non plus. C'est-à-dire que si on est 90, c'est formidable, mais si on est même 20, ce n'est pas non plus une catastrophe, parce que se retrouver à quelques-uns enthousiastes, militants du livre, je suis sûre que ça a une vertu. C'est-à-dire qu'on contribue à construire des publics, à construire du bouche à oreille, à construire une relation de confiance qui va dépasser ce petit groupe, quoi. Voilà. Et que ce n'est pas non plus un drame pour les auteurs et que souvent ils sont très contents. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en littérature, 20 personnes, c'est assez fréquent aussi. Donc, on va passer à notre dernier point, donc peut-être le plus délicat, donc c'est justement les conditions commerciales. Avec un rayon qui est évidemment avec des rotations un peu plus faibles et puis le poids des fonds. Voilà, donc comment proposer, alors je vais me tourner vers la diffusion et l'édition, pour comment arriver donc à faire en sorte que les libraires puissent véritablement donc s'emparer de ces rayons avec des conditions qui leur permettent de vivre, tout simplement. Pascal, vous voulez Mais Séverine sera sollicitée, bien entendu. En effet, il y a deux moments, enfin il n'y en a pas que deux, mais il y a deux moments délicats où le rôle du diffuseur, c'est bien d'essayer de concilier ce qu'on a appelé tout à l'heure des intérêts provisoirement inconciliables entre l'éditeur et le libraire. C'est évidemment la mise en place, et puis ensuite c'est le délicat moment où le livre peut passer en fond. Alors la mise en place, pourquoi? On l'a évoqué tout à l'heure, une mise en place à 700 ou 1000. Si en effet c'est le destin du livre ensuite qui atterrit à 1000, 1500,
on ne va rien dire. En revanche, s'il atterrit au-delà de 3000, en effet, on a dû scinder le tirage et donc gâcher ou gâter une part de l'économie de ce tirage. Et ça, c'est assez clé pour les éditeurs de sciences humaines, qui est aussi connecté au fait que les auteurs ne peuvent pas beaucoup se déplacer en librairie. C'est que, en effet, le coût de déplacement est lié au titre. L'économie est quand même très liée au titre à titre. Alors, comment les diffuseurs peuvent aider au moment de la mise en place? Nous, on a expérimenté depuis 3 ans quelque chose qui fonctionne assez bien, à condition que ce soit en effet sélectif, sur un programme dûment hiérarchisé, on va rappeler tout ce qu'on a dit depuis le début, pour qu'on ait un effet de force assez important. Et donc ce qu'on propose nous aux libraires et qu'ils acceptent, puisque 7 sur 10 rentrent dans notre logique, c'est une échéance très longue sur une mise en place de sciences humaines, de façon précise, des titres qui paraissent en septembre et dont on pense qu'ils peuvent avoir une vie évidemment qui va largement dépasser la fin d'année, mais en plus qui pourront avoir une belle vie à la fin d'année. Le libraire paiera sa mise en place en février. Donc vraiment, ça lui donne la possibilité de faire une mise en place donc visible à la hauteur des sciences humaines, bien entendu. Ça doit forcément être couplé, mais comme on en a parlé, avec une bonne information pour que le libraire puisse, lui, faire sa sélection. Parce que de toute façon, ça passe par le parti pris du libraire. Qu'il soit en niveau 1, en effet, en niveau 1, il peut ne pas se priver de beaucoup de titres, mais encore faut-il qu'il les revende. En revanche, dans les librairies de plus petite taille, c'est essentiel qu'il fasse cette sélection. Donc cet appui du diffuseur, c'est un appui, ça n'est pas quelque chose qui fait le travail à la place du libraire, mais ça lui laisse la liberté de son choix et ça l'allège puisqu'on sait que la trésorerie est un point clé. L'autre moment, c'est en effet le moment où le titre peut passer dans le fond, parce que nous, l'expérience qu'on en a, c'est que le réassort est très très bien fait par le libraire. À partir du moment où il a choisi le livre et qu'en effet il a trouvé son lectorat et qu'il le vend, il le suit. Ça, c'est caractéristique des libraires indépendants. Une fois l'assortiment décidé, les livres sont très très bien suivis. En revanche, à un moment vient la question du passage dans le fond. Alors, on sait tous qu'il y a différents dispositifs. Certains éditeurs préfèrent confier leur stock aux libraires. Alors, c'est vrai que ça fonctionne bien sur, je dirais, des assortiments pour les titres qui sont des titres de référence, des fonds qui sont plutôt universitaires, parce que là, le nombre de ventes par an est assez faible, entre guillemets, et le lectorat, on le sait, n'est pas en augmentation. En revanche, sur un assortiment de parti pris, qui est vraiment tourné vers la clientèle du libraire, nous, on a plutôt choisi de rémunérer le libraire pour ce travail et de faire une remise permanente sur ces fonds-là. Donc, en l'espèce, ce sont les titres de plus de 2 ans. Et ça fonctionne bien, c'est assez puissant parce qu'en fait, on additionne de force l'argent et le choix du libraire et la clientèle qui répond en général évidemment très bien. Donc c'est assez puissant puisque depuis 2012, la puissance augmente chaque année et on voit le nombre de titres détenus en moyenne augmenter dans les librairies indépendantes. Alors qu'on a carrément pris le contre-pied de ce que demandent les libraires. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut nourrir. Il faut vraiment qu'on discute beaucoup sur ce qui est fait finalement l'efficacité des choix économiques entre éditeurs et libraires. Qu'en pensent mes confrères libraires? Rien. Xavier Non, mais par rapport à ce que disait Pascal à l'instant, il y a effectivement beaucoup de dispositifs qui ont été proposés ou qui sont discutés entre libraires et diffuseurs. On a longtemps travaillé sur les dépôts. Bon, les dépôts ont été remis en question par un certain nombre d'éditeurs parce que ça posait des problèmes de gestion, bref, les libraires ne suivaient pas toujours leurs dépôts non plus. Bon, j'ai l'impression que c'est en débat et en discussion dans la profession depuis très longtemps. Mais par rapport à ce que disait Pascal, je trouve que la remise systématique sur le fond est un dispositif qui est efficace
et qui a le mérite d'être simple à utiliser pour tout le monde. Et j'ai plutôt envie de dire aux autres diffuseurs, c'est vraiment une piste à approfondir. Et je crois que donner la possibilité sur ces titres qui ont besoin d'être présents en librairie par une remise supplémentaire, ça me semble être un des dispositifs les plus efficaces. Je pense que c'est important à plus d'un titre. C'est ce que vous faites là. Nous, on en profite et ça marche vraiment bien. C'est très simple. D'abord, parce que comme ça, le fonds disparaît pas de nos librairies, parce qu'on a tendance à dire qu'à Amazon le fonds et aux librairies les nouveautés. Il faut savoir que chez PUF, à la découverte, tous ces gens-là, le premier client, c'est Amazon et de loin. Donc, si on veut se rapproprier un petit peu, nous aussi, ce fonds, si on veut que les nouveaux libraires puissent aussi manier ces livres et les avoir, parce que si avoir une connaissance livresque, c'est quelque chose, mais avoir ces livres dans le fond, c'est encore plus important. Moi, je sais que si j'ai appris sur ce rayon-là, c'est parce que j'avais accès à un rayon extraordinaire, mais j'ai pu piocher dedans. J'ai pu lire, j'ai pu chercher. Et si ce fonds-là n'est plus là, s'il n'y a que du poche, par exemple, c'est très important d'avoir du poche. Mais le fonds en sciences humaines, il est quand même beaucoup en grand format. Donc c'est quand même très important de pouvoir le voir. Nous, on est une petite librairie, mais on a du fonds en sciences humaines. Et le fonds, il tourne. Il y a encore un public pour regarder ça. Et ce type de dispositif est parfait pour nos librairies. Et les autres diffuseurs, s'ils veulent s'en inspirer, c'est avec plaisir. Alors, je suis désolé, alors, Gérard, si vous pouvez être très très rapide, parce qu'il nous reste un quart d'heure, donc on aimerait quand même vraiment pouvoir donner la parole aux libraires, pas seulement les libraires présents dans la salle. Oui, parce qu'au niveau du fond, vous avez des expériences précises. Pour ce qui concerne les éditions Alia, les libraires qui s'engagent au-delà de notre programme de nouveautés, c'est-à-dire sur notre fonds, via notre distributeur, bénéficient d'une remise permanente supplémentaire par rapport à la remise que leur accorde notre distributeur de 2%. Et cette remise n'est pas prise en charge par notre distributeur, mais elle est financée par l'éditeur directement. Et le fait qu'Alia propose aux libraires 2 points de marge supplémentaires contre un engagement sur le fonds montre une participation réelle et une prise de conscience par rapport aux libraires pour une meilleure collaboration. On donne la parole à la salle. Je sais pas, il y a des micros qui peuvent circuler. Qui veut intervenir? Bonjour, alors je représente la librairie Meura, qui est une librairie spécialisée en sciences humaines. Je réalise entre 70 et 75% de mon chiffre d'affaires en sciences humaines. Et en fait, j'ai juste une remarque, question, je ne sais pas, au titre de l'information. Moi, première remarque, je suis toujours un peu envieuse de mes confrères qui font de la littérature, qui reçoivent énormément de services presse. Là où moi, je dois parfois me battre, vraiment, pour en obtenir quelques-uns. Alors, évidemment, je n'ai pas envie d'être noyée par des exemplaires que je n'aurai pas le temps de lire, mais il y a certains titres qui ont besoin qu'on les lise pour pouvoir mieux les expliquer aux clients. Il y en a certains qui vont se vendre sur le nom de l'auteur, ou sur la 4e de couverture, ou sur la collection, il n'y a pas de souci. Mais il y en a certains qu'on a besoin de lire, et au titre de l'information, moi, parfois, je me retrouve, alors que j'ai une clientèle vraiment très cool, je me retrouve un peu démunie, et je dois dire, écoutez, je viens de le recevoir, vous repassez dans 15 jours, je vais le lire, et je vous dirai. Donc c'est un peu délicat. Puis la deuxième remarque, c'est que cette fois encore, au titre de l'information, le classement en niveau, je trouve qu'il est un petit peu pénalisant quand on est une librairie désirant développer des sciences humaines. Je suis en niveau 1, je suis une toute petite librairie, je suis la seule à travailler, on fait 40 mètres carrés. Je suis en niveau 1 chez la plupart des diffuseurs-distributeurs, sauf chez Volumen Interforum, parce qu'au moment où j'ai repris, la librairie est passée de niveau 1 au niveau 2, le chiffre d'affaires était en baisse, bref. Et je dois dire que le passage en niveau 2 fait que je travaille beaucoup moins bien les catalogues. Alors au départ, je pensais que c'était une intuition, sauf que j'ai eu la confirmation avec le passage d'Odile Jacob de La Sodisse à Hachette.
c'est pas compliqué. Odile Jacob, je l'ai travaillé très très bien à la SODIS, où j'étais en niveau 1. Quand elle est passée chez Hachette, je ne vois pas de représentant Hachette. Mécaniquement, je travaille moins le catalogue d'Odile Jacob. Donc est-ce que le classement en niveau est pertinent face à des libraires qui ont envie de travailler les sciences humaines? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une espèce de exception culturelle du libraire qui veut faire des sciences humaines et qui, bien qu'il soit en niveau 2, pourrait recevoir les représentants de niveau 1. On parle du besoin de susciter le désir chez les libraires de travailler les sciences humaines. Quand beaucoup de libraires sont en niveau 2 et qu'ils voient des représentants avec des catalogues très lourds, les ouvrages de sciences humaines qui ont besoin d'être accompagnés, la représentation en niveau 2, c'est pas terrible. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut essayer de compléter l'information du côté des éditeurs. Voilà. Grâce à notre service de relation avec les libraires qui envoient des services de presse ou par le contact direct qu'on peut établir dans 10 minutes. Autre question, oui, ici. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quand même, pour rebondir, une diffusion différente qui serait la même pour les premiers niveaux et deuxième niveaux, et je ne sais pas, peut-être entre plusieurs diffuseurs, enfin quelque chose qui serait là-dessus? Est-ce que c'est envisageable d'en discuter au moins Qui veut répondre à Anaïs, le Rideau Rouge, une petite librairie donc, à Paris? Je veux bien tenter de donner les critères. En fait, la difficulté, c'est que... Alors, la mutualisation, je crois que ça a effleuré certains il y a quelques années, mais mettre en commun, en fait, une diffusion, pourquoi pas, on perdrait la proximité avec les éditeurs. Donc, souvent, ce qui compte, et alors, a fortiori avec tout ce qu'on a dit depuis ce matin, ce qui compte, c'est en effet que le représentant soit le plus proche possible de l'éditeur et donc le plus proche possible du libraire. Donc c'est vrai que cette distinction niveau 1, niveau 2, du reste elle n'a pas la même acception selon les diffuseurs. La tendance aujourd'hui est plutôt d'allonger, comme on dit, les niveaux 1 parce que pour mettre dans la main ou dans le périmètre d'influence directe de l'éditeur, qu'il soit d'ailleurs diffusé ou pas, le plus possible de libraires indépendants. Et c'est vrai que selon les diffuseurs, on a ou pas la souplesse d'envoyer en effet le spécialiste niveau 1 en question. Puisque vous ne nous avez pas cité, ça doit être ce qu'on fait, je suppose. Voilà, donc on gère à plusieurs niveaux, c'est pas très compliqué. Mais tout dépend en fait de la charge ou de la complexité de l'organisation pour transmettre les catalogues en amont. Donc... Mais en effet, cette distinction niveau 1, niveau 2, d'abord, elle a plusieurs sens et elle n'est pas forcément toujours adaptée pour ce qui est du contact avec les représentants. Oui, une question ici. Ah, il y en a une autre là. Écoutez, je ne sais pas dans quelle ordre on les prend. Donc on va poser les deux questions successivement comme ça. Donc allez-y. Alors, bonjour, je représente la librairie Le Port de Tête. Nous, on est à Montréal, au Québec. Et puis, on tient, par exemple, environ 80% du fonds des éditions Alia. Et bien sûr, beaucoup de titres chez les éditeurs pertinents. Et puis, on essaie de faire valoir auprès du monde de la distribution la nécessité d'une forme de surremise sur les ouvrages de fond. Or, il semble que ce soit une proposition absolument irrecevable pour la distribution au Québec. Je suis plutôt ravi d'entendre qu'ici, ça semble être une possibilité. Je voulais simplement dire aux éditeurs et aux diffuseurs présents si vous pouviez mettre un peu de pression au Québec pour qu'on puisse, nous aussi, profiter de de cet encadrement, disons. On va poser l'autre question, on verra effectivement, on répondra aux deux questions en même temps. C'est où? Ici, là? Oui, la question ne vient plus de la belle province, mais ou celle du Nord-Pas-de-Calais maintenant. Christian Morzewski du Centre régional des lettres et du livre. Dans la liste non exhaustive des moyens et des canaux dont l'excellente vie des idées dont peuvent disposer les libraires pour leur information, vous avez ménagé des points de suspension que j'aimerais contribuer à meubler à partir d'une suggestion et d'un témoignage. Je crois que pour les librairies
de territoire dont la proximité avec leur chalandise est l'un des atouts essentiels, il me semble qu'il y aurait une grande plus-value à cultiver des relations plus étroites avec le monde, on va dire, universitaire local, les étudiants, les enseignants, les chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Bien sûr, pour être vraiment gagnante, cette relation, cette démarche doivent être à double sens. J'enseigne la littérature en université et je ne peux pas m'étonner que tel ou tel titre que je vais recommander à mes étudiants ne soit pas immédiatement disponible dans les librairies de proximité si je n'ai pas eu le réflexe préalable, moi, enseignant, ou si je n'ai pas fait l'effort, finalement, de communiquer à ces librairies, préférence en début d'année universitaire, ma bibliographie, mon programme pédagogique, scientifique, l'annonce des séminaires, des colloques qui se tiendront dans les universités, etc. Et dans cette région Nord-Pas-de-Calais, j'ai toujours eu à me louer, vraiment très, très fort, de la réactivité des libraires, indépendants en particulier, à l'occasion de ces journées d'études ou des colloques de sciences humaines et sociales ou des séminaires dont on avait pris la peine de les alerter. Tout récemment, par exemple, avec les librairies Le Bateau Livre à Lille et Au Pied de la Lettre à Arras, à l'occasion d'une journée d'études sur les albums de jeunesse, mais je pourrais aussi citer les relations avec la librairie Meurat, dont on vient d'entendre la responsable, avec la grande librairie à Arras, ou la librairie La Charpente à Douai, à l'occasion de manifestations littéraires universitaires. Alors bien sûr, ces contacts et l'entretien de ces contacts personnels sont chronophages pour les libraires qui ont 100 000 choses à faire, on le sait, mais je crois vraiment que c'est l'un des leviers locaux pour leur permettre de glaner ce que vous avez appelé ce savoir certifié, et en tout cas de devenir des interlocuteurs de référence, et pourquoi pas des fournisseurs de référence, on peut aussi l'espérer, en répondant au plus près aux demandes du lectorat local en sciences humaines, ou en ce que je préférerais appeler, si vous le permettez, on ne parle plus à l'université de SH, mais de LSHS, en lettres, ne les oublions pas, je vous prie, sciences humaines et sociales. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ces deux questions qui ne sont pas vraiment des questions, à vrai dire. Je vois qu'il y en a une autre, il nous reste 5 minutes, donc... oui. Oui, bonjour, Olivier Roire, librairie Charlemagne à Toulon. Je voulais rebondir sur 2 petits points. La première, sur les formations éditeurs. Je pense effectivement c'est essentiel qu'il puisse y avoir des journées de présentation du fonds ou de présentation des nouveautés sciences humaines. C'est véritablement l'axe que l'on doit travailler. Après, pour que ce soit réalisable, je pense par rapport à ce qui se réalise aujourd'hui, il y a plusieurs éléments peut-être à revoir. C'est d'abord de pouvoir anticiper ces journées au moins 6 mois à l'avance pour que le libraire puisse s'organiser. Deuxièmement, le mois de juin, c'est formidable, mais il se passe à peu près l'intégralité des présentations de l'édition française se passe au mois de juin. Il y a bien sûr la rentrée littéraire, les rentrées BD, les bolis fin d'année, bon, tout se passe en juin. Donc c'est juste infaisable que tout le monde quitte la librairie au mois de juin. Donc je pense que pour des rayons de fond, on peut effectivement essayer de décaler dans le premier semestre de l'année. Il faut aussi qu'il y ait un effort aussi de prise en charge par l'éditeur. Je pense que le libraire prend en charge le salaire du libraire ou son propre salaire pour venir à ces présentations qui sont essentielles. Et si c'est vraiment prioritaire pour l'éditeur, il faut aussi prévoir un budget de prise en charge de ces journées-là pour qu'elles soient bien anticipées, bien vécues. Et ensuite, concernant la rémunération, le +2 est une idée formidable défendue par Flammarion et c'était une belle innovation. Et ça concerne l'ensemble du fonds de nos librairies, soit la littérature, la jeunesse, pratique. Je pense que les sciences humaines, c'est un rayon vraiment exigeant. C'est probablement le plus compliqué à construire. C'est quelque chose qui nous différencie vraiment de la concurrence. Et donc, ça mérite une meilleure rémunération. Je pense qu'un +5 sur le fond serait le bienvenu pour qu'on défende ces ouvrages-là. Le +2, c'est une bonne étape, mais sur l'ensemble, un +2 sur de la littérature, c'est formidable. Si on a vraiment l'ambition de positionner les sciences humaines au cœur de nos librairies, et il faut aussi que cette rémunération et ce travail très exigeant puissent être rémunérés pour nos libraires et nos librairies.
Merci. Moi, en ce qui concerne les sciences humaines, il y a même des éditeurs qui ont des remises beaucoup plus faibles. Je pense au PUF, pour ne pas les nommer, ou du NO, par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu un paradoxe, parce que c'est des livres difficiles à défendre, et on gagne encore, enfin, le libraire gagne encore moins d'argent sur ces livres-là. Je pense que ça, c'est un peu une anomalie. Alors, donc il reste 2 ou 3 minutes. Marie-Laure Mangin, du CID, les presses universitaires en sciences humaines. Il y a en France à peu près 80 éditeurs de presse en presse universitaire en sciences humaines qui ne sont pas du tout associés, ni les diffuseurs, moi je suis diffuseur, ni les presses universitaires ne sont associés à ce type de réflexion, ce que je regrette profondément, puisque je pense que là aussi, il y a beaucoup de productions, des livres qui ne sont pas que de l'invendable. Or, nous sommes souvent catalogués et nous sommes souvent rejetés par les libraires, sans les accuser, mais parce qu'il y a aussi un manque de formation. Et donc, je pense que par rapport à une formation, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une formation au-delà de ce que nous, comme diffuseurs, ou de ce que nous, comme éditeurs, nous pouvons apporter directement aux libraires, parce que je pense que la mésinformation et le manque de formation nécessiterait une formation à l'esprit critique aujourd'hui. Et c'est ce qui manque et qui est le plus répandu actuellement. Quand on va voir nos libraires, comme nous-mêmes, comme représentants, nous ne pouvons pas tout savoir. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, mais on aimerait être associés. Voilà. Oui, juste Alain. Je voudrais rajouter juste un mot par rapport à la problématique des animations qu'on a évoquée tout à l'heure et assez rapidement. En disant, et je pense que tous ceux qui, soient petites librairies ou grosses librairies, ont un rayon sciences humaines, ou en tout cas se battent pour les sciences humaines, au-delà de la simple rencontre avec les auteurs dans un circuit naturel éditeur, qui est pas toujours facile. Il y a un vivier énorme, et je pense qu'on fréquente tous, qui sont les déplacements d'auteurs à travers l'ensemble du monde vivant, social, politique, militants, travailleurs sociaux, etc. Et du coup, c'est un secteur qui vit aussi pleinement hors les murs, comme on s'amuse un petit peu à le dire. Donc ça veut dire que s'occuper dans une ville, quelle que soit sa taille, et avoir l'attention sur ce secteur, c'est avoir une attention, pour reprendre la notion de territoire, sur presque la globalité de son territoire et de sa vie sociale et culturelle. Et donc le rayon de sciences humaines est un rayon qui se construit au sein de sa librairie, dans un espace défini, mais c'est un rayon qui ne cesse d'avoir des opportunités à s'exporter, et je pense que c'est quelque chose d'important dans le maintien d'un rayon et dans sa vie aussi, parce que ça reste aussi des sources de rencontres avec de nouveaux clients, avec des auteurs, et ça reste aussi des sources quelquefois de vente de livres non négligeables. Malheureusement, il va falloir qu'on se quitte. Je citerai Pierre Rosanvallon qui disait « Si l'on veut que la librairie vive, il faut qu'elle soit un lieu culturel et intellectuel. La librairie est un endroit où on apprend des choses, où on s'informe. » Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait, enfin, si ce message-là passe, et si je pense que cette table ronde aujourd'hui, ça doit être un point de départ pour justement donc revitaliser ces rayons. Merci à tous les intervenants qui ont participé à ce débat. Merci au public et merci à Hélène Clémente du SLF qui a contribué à sa réussite.